quand on décide de faire une recherche de ce type-là, très scientifique, pour pas dire n'importe quoi, il faut vraiment se baser sur les sources d'archives et sur les témoignages, parce qu'entre-temps, il y avait des témoignages. On a des témoignages depuis 1962. Il y a des familles qui donnent témoignage de ce qu'elles ont vécu. Donc, moi, ça me permettait de confronter les sources d'archives, les témoignages, voir si ça avait un rapport. Et puis, je me suis dit, il faut écrire tout ça. Et je ne me suis pas rendu compte, au départ, de quelque chose de très particulier. C'est de cette temporalité des enlèvements et des disparitions. J'étais persuadé que, un peu pris dans l'ambiance générale, même si je savais que les accords d'Évian n'avaient pas été respectés, etc., qu'il y avait eu la terreur, à partir de janvier 62, et encore plus à partir de mars 62, que dans cette spirale de violence entre l'OAS, le FLN, l'ALN, c'était devenu quelque chose d'assez particulier, mais qu'on avait là affaire à des morts, à des tués, à diverses exactions, mais assez peu, je pensais, assez peu à des disparus. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a 3 temps dans ces disparitions. Un premier temps de 55 jusqu'aux accords d'Évian. Et là, effectivement, il y a beaucoup d'exactions commises envers les Européens, des enlèvements, mais sur 6 ans, on a 330 disparus. Donc des personnes dont on ne sait ce qu'elles sont devenues. Alors, 330, avec un pic en 1957 de 80, un peu plus de 80 personnes. Bon, dans une guerre, il y a toujours des disparitions. Mais moi, j'étais loin de mon compte, puisque j'étais arrivé à près de 1700 personnes. Alors je me dis, mais où elles sont, ces 1700 personnes? Alors, effectivement, je me suis aperçu que du 19 mars jusqu'au 5 juillet non inclus, j'avais 2 fois plus de disparitions que pendant les 6 ans de guerre. Alors que les accords d'Évian devaient normalement assurer la sécurité des personnes, des biens. Et que les accords d'Évian disaient très clairement que pour tout ce qui s'était passé avant le 19 mars, et ce qui allait se passer par la suite, une commission mixte de cessez-le-feu, mixte, ça veut dire entre Français et Algériens, devait régler les problèmes qui allaient se poser, mais on pensait très peu de problèmes. Or, il y a quand même plus de 600 personnes qui disparaissent, sans compter tous ceux qui sont tués, toutes celles qui sont tuées, et les exactions qui peuvent être commises. Bizarre, parce que les accords d'Évian, là, ne sont pas du tout respectés. Or, que ces accords ne soient pas respectés par l'OAS, après tout l'OAS n'était pas invité aux accords d'Évian, et avait décidé de toute manière ne pas respecter quelque accord que ce soit, mais en tout cas, l'armée française respectait ces accords puisqu'elle restait l'arme au pied, mais le FLN et l'ALN ne respectaient pas ces accords puisqu'ils se livraient à des exactions assez sévères, assez dures, assez cruelles, non seulement envers les musulmans, mais aussi, envers d'autres musulmans, mais aussi envers les Européens, qui devaient être protégés. Et puis je me dis, mais ça ne me fait pas quand même le compte. Il m'en manque encore pas mal. Et en fait, je m'aperçois, en regardant les dates, qu'il y a eu encore plus d'exactions, d'enlèvements et de disparitions après l'indépendance qu'avant. Et donc là, ça permet de reposer de se poser la question de la terreur comme élément de fuite, pour faire peur à la population et pour la faire partir. Et là, effectivement, je reviens il y a quelques 15 jours, 3 semaines, je reviens d'un colloque franco-allemand sur les expulsés. Les Allemands n'hésitent pas à parler, et les Anglais aussi d'ailleurs, de
cleaning, nettoyage ethnique, épuration ethnique. Et moi, quand je leur raconte comment ça s'est passé, ils me disent, mais ça a tous les ingrédients, entre guillemets, d'une épuration ethnique. C'est-à-dire que ceux qu'ont vécu les pieds noirs, ça relève de l'épuration ethnique. C'est-à-dire que on ne voulait pas, dans le cadre d'une guerre de libération nationale, les mots ont leur poids. Quand on veut libérer une nation, libération nationale, on fait en sorte que tous ceux qui ne relèvent pas de cette nation-là soient obligés de partir. Soit on les expulse, manu militari, soit alors on crée un climat de terreur tel qu'ils s'en vont. Et c'est bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a créé un climat de terreur tel qu'en masse, et vous le savez bien, puisque vous l'avez vécu, moi je l'ai vécu aussi la veille de l'indépendance, j'étais gamin, on part du jour au lendemain. On part du jour au lendemain sans avoir rien préparé. Donc il y a bien, non pas le sentiment de la peur, mais la peur réelle. La peur réelle. J'hésite plus, en tout cas, à parler, en ce qui concerne la guerre d'Algérie, d'une épuration ethnique. Pour la bonne et simple raison, il y en a au moins deux. D'abord que politiquement, alors je ne dis pas que c'est l'ensemble des membres du FLN qui avaient décidé l'épuration ethnique. Mais en tout cas, ceux qui ont pris le pouvoir en Algérie, après septembre 62, ce sont ceux qui disaient déjà, depuis pas mal de temps, pas mal d'années, qu'ils ne pouvaient pas concevoir l'Algérie avec 1 million de colons, avec 1 million de pieds noirs, ce qui veut dire avec 1 million de chrétiens et de juifs. Et Mohamed Harbi a à un moment donné parlé, il n'a pas fait qu'évoquer, il a analysé des directives du FLN en disant que très tôt, le FLN avait mis dans son mode de pensée, avait intégré dans son mode de pensée les notions de pur et d'impur. De pur qui devait rester en Algérie et que de tous ceux qui étaient impurs à l'Algérie devaient partir. Et les impurs à l'Algérie, c'était ceux qui n'étaient ni arabes ni musulmans. Et donc, il fallait les faire partir. Ce sont ceux qui ont gagné. Alors, d'autres membres du FLN n'étaient pas pour cette solution, ou pour ce concept. Sauf que ce ne sont pas eux qui ont gagné. Et la plupart, d'ailleurs, ils sont partis en exil. Donc, vous voyez que les disparitions s'éclairaient d'une autre manière, c'est-à-dire qu'elles devaient servir, ces disparitions, enfin, en tout cas, cette terreur, devait servir à faire fuir les personnes. Et c'est pas pour rien que ces disparitions se portent sur les espaces où les Européens sont le plus nombreux. La zone la plus importante des enlevés des disparitions, c'est l'Algérois, un peu plus de 40%. Après, autour d'Oran, pas tout l'Oranie, autour d'Oran, où on a à peu près 40%, oui. Les deux plus grosses villes, finalement, où il y avait des Européens, sont les deux villes les plus touchées par les disparitions. Mais les villes les plus touchées aussi par les exactions, par les meurtres, par les assassinats. Dans notre ville, effectivement, il y avait peut-être des Européens, mais ils étaient trop peu nombreux qu'à la limite, on pensait bien qu'ils allaient partir sans trop de problème. À partir du moment où la population musulmane est très importante par rapport à la population, on va dire, européenne, les personnes commencent à partir sans qu'on ait besoin d'installer cette terreur-là. Mais à Oran, à Alger, où la population essaye de rester, en tout cas une partie de la population, il fallait instaurer un climat de terreur pour que ces personnes partent. Et on le retrouve dans les archives. On le retrouve dans les archives, par exemple, sur la zone autonome d'Alger, puisque l'armée française récupère des archives de cette zone autonome d'Alger, qui montrent bien que à partir de mai, début mai même,
FLN met en place une organisation, non seulement pour déjouer l'armée française, pour déjouer aussi les rares enquêtes des forces françaises encore présentes, où il n'y a plus de justice, mais il y a encore des gendarmeries qui peuvent, des gendarmes qui peuvent enquêter. Il faut mettre en place tout un système, enfin, ils mettent en place tout un système pour déjouer tout ce qui pouvait faire penser qu'il y avait eu des enlèvements. Un exemple, auparavant, on pouvait enlever l'homme ou la femme, mais il en restait toujours un qui pouvait porter plainte, qui pouvait aller voir l'armée française ou le commissariat, ou après l'indépendance, les consuls qui étaient installés. Or, on décide, le FLN décide que il vaut mieux enlever toute la famille. Parce qu'en enlevant toute la famille, qui va se plaindre? Les disparus sont un élément important de la guerre d'Algérie. Parce que ces disparus révèlent à la fois, on va dire, l'incompétence, mais l'absence de volonté du gouvernement français de protéger ses ressortissants, puisqu'ils n'ont pas fait. Ça permet de dire que le FLN et l'ALN n'ont pas respecté les accords d'Évian. Et, in fine, ça permet de dire que, sur l'ensemble de la guerre d'Algérie, les disparus sont à environ de 1583 personnes, auxquelles il faut rajouter à peu près 150 personnes, donc on est autour de 1700 personnes, qui ont disparu. Certaines ont été retrouvées mortes, sans que les familles ne soient au courant parfois. Je pourrais en dire un mot tout à l'heure. De localiser les endroits où ça s'est passé, et en fait de me permettre de considérer que la volonté du FLN, c'était de faire partir les Européens d'Algérie et les Juifs d'Algérie, malgré le discours politique. Parce que vous pouvez avoir d'un côté un discours politique qui dise la nouvelle Algérie va se faire avec les Européens. Bon, bien sûr, on sait très bien que quelques milliers de colons, je vous refais un peu l'emphase de l'époque, seront obligés de partir, etc., ceux qui ont fait suer le Burnous, ainsi de suite, mais que la grande majorité des Européens va rester, ainsi que tous les Juifs qui sont là depuis des temps immémoriaux, etc., etc. Ça, le discours est bien beau. Mais la réalité, telle qu'on la voit, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que les uns comme les autres sont partis dans la précipitation parce qu'on les a fait fuir. Ils ne sont pas partis parce qu'ils le voulaient bien. Donc il y a véritablement là quelque chose qui permet de dire que les accords d'Évian n'ont pas été respectés.